Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Il faut bien comprendre que tous ces discours-là qui construisent les musulmans comme problème, ils ont une fonction. Ils ont une fonction politique et sociale majeure. C'est qu'ils permettent de justifier après un déploiement de l'ordre spécifique, les traitements d'exception qui visent les musulmans. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Siham Azbag, journaliste indépendante et militante antiraciste. Dans cette interview, Siham dénonce le racisme et l'islamophobie structurelle qui sévissent en France, leurs origines coloniales, ainsi que les raisons politiques qui se cachent derrière. Il y a un discours qui existe, qui est de croire grosso modo que si les musulmans s'élèvent socialement, ils ne vivront plus d'islamophobie. Bon, ce n'est pas vrai, c'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas vrai. Et que par ailleurs, ce discours-là, il pose un certain nombre de questions. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Siham. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Très bien, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Tu m'as été recommandé par Marwan, je crois que son nom de famille c'est Mehadji, que j'avais déjà interviewé il y a un petit moment. Et je le remercie pour ça, un petit big up à Marwan. Merci Ali, big up Marwan. Ouais. Siham, pour commencer, je te propose de te présenter. Ouais. C'est pas facile. Ouais. pas du tout facile et je ne sais pas du tout faire, mais disons que je suis journaliste indépendante et militante antiraciste. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire, ce qui t'a emmené à être militante? Disons que le parcours scolaire n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois devenue militante. C'est deux choses complètement distinctes. Du coup, il n'y a pas de lien. Après, de toute façon, militante, c'est pas comme si c'était un titre. Enfin voilà, je précise militante parce que ça dit quand même d'où on parle. Et je précise antiraciste parce que ça définit aussi une certaine vision du monde. Mais en vrai, c'est pas comme un emploi ou une fonction qu'on occuperait, etc. Donc, c'est un engagement. Si la question c'est de savoir d'où vient l'engagement, je pense qu'il est. Je pense qu'on a tous des formes voilà, on est tous pris par des formes d'engagement, quels qu'ils soient, qu'on matérialise au fil du temps. Moi, ça a été sur la question de la police pour commencer. Alors, je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, on a été beaucoup marqués par les années 2004-2005 avec la mort de Zied et Bouna et les révoltes urbaines qui ont secoué la France pendant des semaines. Tout le débat, toute l'institutionnalisation de l'islamophobie et les débats sur le voile. Voilà, moi j'avais 17 ans, 17 ans grosso modo à l'époque. Et du coup, ça interroge, ça questionne, ça crée c'est un déclic pour beaucoup d'entre nous, je pense, pour ceux de ma génération. Et après, sur l'engagement, c'est juste que quand je commence à militer, en tout cas publiquement et politiquement, c'est autour du contrôle aux faciès, puisque j'ai rejoint le collectif Stop le contrôle aux faciès, dont j'ai été porte-parole pendant quelques années. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, les contrôles discriminatoires, le rapport à la police, la fonction de la police, l'islamophobie, le racisme d'État. Et voilà. Et on fait des rencontres sur le tas, on se politise sur le tas et ça affine à la fois l'engagement et les prises de position politiques. Tu as suivi un parcours des études en politique ou en journalisme? C'était quoi ton... Non, alors, journalisme, rien à voir. Non, enfin, alors à la base, moi, j'ai un double cursus, j'ai un double master en lettres modernes et communication et sciences politiques et lobbying, ouais. Mais D'accord. ça n'a absolument rien à voir avec... Enfin, je veux dire, on dit sciences politiques, etc. et tout, mais je me suis vraiment politisée en militant. Pour moi, tout le reste, c'était de la conversation. C'était n'importe...
en fait, j'ai jamais autant appris que dans le milieu militant. C'est même pas que ça n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout les mêmes types de savoirs. C'est pas du tout les mêmes approches du monde, de la société. Donc voilà, pour moi, comment dire, le savoir qui a été le plus formateur et libérateur, c'est celui que j'ai acquis dans le monde militant et grâce au monde militant. Donc c'est deux choses différentes. Mais oui, en tout cas, j'ai fait des études de sciences politiques. Ouais. Et la première fois que tu as milité, c'était par rapport à l'association Stop Contrôle aux Faciès? Il faudrait se demander qu'est-ce que ça veut dire militer. Donc à la base, je voulais devenir enseignante et j'ai été enseignante. Et l'un des trucs qui me tient le plus à cœur, c'est aussi c'est l'éducation des jeunes, grosso modo, et l'orientation. Et voilà, avant d'être prof et pendant que j'ai été prof, on faisait voilà, avec plusieurs pas mal de cours de soutien et Mhm. d'accompagnement des jeunes. Pour moi, c'est une forme de militantisme. Donc, je sais pas, voilà, ça dépend ça dépend de ce qu'on met derrière, derrière militantisme. En tout cas, un militantisme politique engagé sur le racisme d'État, oui, ça a commencé avec le collectif Stop le contrôle aux faciès. Ok. Tu as déjà été contrôlé aux faciès toi-même ou tu connaissais des personnes qui étaient contrôlées dans ton entourage? Pourquoi tu as rejoint Alors, cette organisation? j'ai rejoint. Bon, c'est une longue histoire parce que j'avais rencontré les membres de l'organisation. Les contrôles d'identité, il faut savoir qu'en France, les contrôles d'identité abusifs, ça concerne, et les rapports violents et discriminatoires avec la police, ça concerne principalement des hommes. Grosso modo, on sait entre 95% et 98% des personnes qui sont contrôlées en France, ce sont des hommes. Et on sait aussi, puisque les récentes études que l'on a sur le sujet le disent, que de toute façon, les expériences empiriques le montrent, on sait que ce sont principalement des hommes non blancs, des classes populaires qui sont contrôlés. Donc les femmes, elles sont très très peu contrôlées, sont très peu contrôlées de toute façon de manière générale, et donc très peu susceptibles de subir des contrôles d'identité discriminatoires. Donc non, moi personnellement, non, j'ai jamais eu été victime de contrôle d'identité abusif de la part de la police. Par contre, oui, évidemment, en tant que femme arabe, avec des frères arabes, un époux arabe, voilà, enfin une sociabilité composée voilà, d'hommes arabes. Oui, autour de moi, bien évidemment, qu'il y a plein de gens qui ont déjà été contrôlés abusivement par la police, qui ont déjà été frappés par la police, etc. Oui, bien sûr. C'est le lot, de toute façon, c'est le lot d'une très large partie d'hommes non blancs en France. Mhm. Vous faisiez quoi dans l'association pour combattre le contrôle aux faciès abusif? Alors à l'époque, plein de choses qui ont évolué depuis hein, sur les prises de position, mais enfin, le collectif Simple Contrôlé faisait plein de choses. Et l'un des trucs les plus intéressants, selon moi, qu'il ait fait, c'est qu'il avait mis en place un, un pôle juridique. En fait, il y avait un numéro de téléphone sur lequel les gens qui étaient victimes de contrôle d'identité abusif pouvaient appeler et ils se voyaient proposer un accompagnement juridique donc, pour les accompagner. Ça a permis en fait de répertorier un certain nombre de cas, de leur proposer du coup cet accompagnement et de porter plainte contre l'État. Puisqu'en 2015, le collectif Stop le contrôle aux faciès avec d'autres organisations et des avocats a porté plainte. Et du coup, évidemment, les plaignants, il y a 13 plaignants qui ont porté plainte contre l'État pour contrôle d'identité abusif. C'était la première fois sur sur un tel sujet, et l'État a été condamné. Et depuis, il a été condamné d'autres fois d'ailleurs pour cette même discrimination. Mais du coup, voilà, c'est ce que faisait notamment le collectif Stop le contrôle aux faciès. Ça a quoi comme impact d'avoir l'État condamné? Ça change quelque chose? Non, dans les faits, non. En pratique, sur la pratique du profilage racial, sur la pratique des violences policières, sur la pratique de toute façon, enfin voilà, de toutes ces violences qui, dans les pires des cas, amènent à des décès entre les mains de la police, non.
On ne peut pas dire qu'il y a eu une diminution de ces pratiques-là. Donc, non, c'est plus de l'ordre du symbolique. Après, de toute façon, enfin, je veux dire, la police a un tel rôle et une telle fonction dans la société que, voilà, enfin, je veux dire, que son impunité est de toute façon organisée et que, enfin, je veux dire, même si elle était et même quand elle est condamnée comme ça reste des condamnations symboliques qui ne changent pas et qui n'ont pas vocation à changer la nature même du fonctionnement de la police et de sa fonction sociale au sein d'une société donnée. D'accord. Du coup, c'est un peu déprimant quand même, non? Je sais pas si c'est déprimant. Moi, je trouve qu'il y a de l'optimisme dans la lutte. Je trouve que, voilà, je pense que c'est important que des gens se mettent en mouvement, que des gens se politisent, se conscientisent sur ces sujets-là, qu'ils participent de dynamiques collectives politiques qui visent à défaire en fait les systèmes de domination et d'oppression. Voilà, je pense que la victoire, elle est dans la lutte. Et donc, je pense que ça, c'est important. Après, en fait, à partir du moment où tu comprends ce qu'est la police et à quoi sert la police dans une société, bien sûr que tu sais très très bien que c'est pas parce que l'État français est condamné pour contrôle aux faciès que le lendemain il va mettre un terme au profilage racial. Donc voilà, je pense qu'il faut lutter avec réalisme, sans utopie, mais que il faut chercher l'espoir dans les formes d'organisation collective. Et donc, ouais, non, moi, je trouve que, voilà, même si on sait très bien à quoi, voilà, encore une fois, on sait à quoi sert la police, on sait très bien que c'est contre un système qu'on se bat et qu'il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, mais on sait aussi que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, en fait, et que c'est petit à petit qu'on construit le rapport de force. Et ça, cette plainte collective-là, cette organisation-là, ces dynamiques collectives-là, eh ben, c'est notre manière de faire notre nid petit à petit. Et voilà, et on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit. Nos forces s'agrandissent aussi jusqu'à ce qu'on détruise ce qu'il faut détruire. Ouais, L'optimisme, il est là. d'accord. Tu t'es investi dans d'autres types d'organisations antiracistes par la suite? Non, je suis plutôt électron libre, ce qu'il ne faut pas Ouais, faire d'ailleurs. Mais je suis proche de plusieurs organisations. Je suis voilà, en soutien là où il faut soutenir, quoi, plutôt. ok. Pourquoi tu dis il faut pas faire? Parce que je trouve que c'est bien. Parce que, en vrai, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose être électron libre là où justement on a besoin de, de donner de la force aux organisations qui existent et de faire grossir en fait les rangs des organisations. Je pense que c'est bien d'avoir un cadre militant en fait, Ouais, d'avoir un cadre, de rejoindre une organisation quelle qu'elle soit ou d'en créer aussi, voilà, de créer ses propres structures. Mais je trouve que le collectif, c'est hyper important. ouais. Et d'être dans des Et cadres collectifs, c'est important. d'accord. Et en tant qu'électron libre, tu mènes quel type d'action enfin, tu milites pour quel type d'action? Bon, ça dépend. C'est large, ça dépend des sujets. Selon l'actualité? Tu- sur l'actualité, ça dépend. Nos sujets, ce sont toujours des sujets d'actualité. Donc, il y a pas vraiment d'actualité. L'islamophobie, c'est ancien. Le racisme d'État, c'est ancien. C'est à la fois les violences policières. Tout est à la fois historique et contemporain. Donc, c'est toujours d'actualité. Mm. Donc, après, bah, voilà, il va en fonction des besoins du moment, il va y avoir je sais pas, une victime de violence policière qui a besoin d'accompagnement sur quelque chose. Il va y avoir, enfin voilà, une organisation contre l'islamophobie qui va organiser quelque chose et qui va avoir besoin de soutien. Enfin, Ouais, voilà, ça dépend. ouais. Est-ce que en termes d'islamophobie, est-ce que les choses pour toi sont de pire en pire? C'est plutôt stagnant? Comment est-ce que tu vois les choses? Je pense que la situation est tendue. Je pense en tout cas que enfin, je sais pas, il suffit de prendre le projet de loi séparatisme, par exemple, qui va très certainement être, enfin, qui va être promulgué dans les prochains jours. C'est un projet de loi qui, comme beaucoup finalement de dispositifs, a quelque chose de profondément historique
dans le sens où il s'inscrit dans l'histoire, je veux dire. Et il s'inscrit dans une histoire coloniale, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a derrière une continuité de tous les dispositifs de répression, de surveillance et de contrôle du culte musulman tel qu'hérité et façonné et construit par l'histoire coloniale. Donc il y a dans l'islamophobie aujourd'hui, et même dans cette islamophobie institutionnelle dont le projet de loi séparatisme est un nouveau éventail, il y a voilà, quelque chose d'ancien. D'ancien. Et il y a quelque chose de nouveau, puisque voilà, on donne une nouvelle force à ça. C'est une nouvelle, une nouvelle arme législative, quoi, grosso modo, répressive contre les musulmans. Et du coup, c'est toujours. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours qu'il y a toujours quelque chose d'historique et quelque chose de contemporain, mais qui va prendre des habits différents, en fait. Voilà, les choses évoluent parce que le système, le système raciste, hein, l'ordre racial et raciste, tend à parer le racisme d'habits nouveaux, en faisant croire que, tu vois, on habille l'islamophobie on le part, voilà, mais c'est la liberté d'expression, mais c'est la défense de notre civilisation, mais c'est parce qu'il faut lutter contre la misogynie, mais c'est parce qu'il faut lutter contre le nouvel antisémitisme, mais c'est parce qu'il faut lutter contre cette nouvelle homophobie, etc., etc. Et tout. Au fond, ce que ça dit, tout ça, c'est des dispositifs racistes visant certains pans de la population, et donc les musulmans, les non-blancs, les habitants des quartiers populaires. Oui. Voilà. Je trouve que c'est très frappant avec ce qui s'est passé pendant l'été. Si tu veux un exemple concret, il y a par exemple l'imam de Gennevilliers, donc il y a 2 imams qui ont été limogés à la demande du ministère de l'Intérieur. L'imam de Gennevilliers, parce qu'il a fait un discours sur la pudeur et donc tenu des propos sur la pudeur des femmes, et pas que d'ailleurs. Quand on entend son discours, c'était sur enfin voilà, il parlait de plein de choses. Il a beaucoup parlé des hommes. Comment dire, la teneur principale de son propos d'ailleurs, c'était sur les hommes, mais bon, bref. Et l'imam de Saint-Chamond aussi, parce qu'il a cité, lui, des versets du Coran. Bon. Le ministère de l'Intérieur nous a fait tout son cinéma habituel en criant à la misogynie, aux propos attentatoires à l'égalité homme-femme, à des propos contraires aux valeurs de la République, etc. Et tout. Bon, voilà. Et il a demandé leur limogeage. Donc, on demande le limogeage d'imams. Donc, on intervient dans des affaires religieuses, hein, des imams qui, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs propos, pour moi, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire qu'avec des imams qui, pour l'un, citent des versets du Coran quand même, et pour l'autre, citent de toute façon voilà, des sourates, ou en tout cas des préceptes religieux. Et donc, en fait, on a un ministre de l'Intérieur qui veut rentrer dans les affaires religieuses en nous disant que ça, voilà, non, c'est pas possible, que ça, c'est contre les valeurs de la République, et qui donc demande et obtient leur limogeage. Bon, au-delà de l'ingérence, pour moi, c'est une ingérence coloniale totale dans le culte musulman, et la volonté, voilà, pour le coup, de contrôler les musulmans et leur manière de gérer leur culte. Il y a quelque chose aussi très intéressant, c'est cette manière dont l'égalité homme-femme, la pseudo-lutte pour la protection des femmes est utilisée. Donc en fait, voilà, c'est ça, on a un ministre qui est en poste alors qu'il est accusé de viol, qui va expliquer à des imams ce qu'ils doivent dire ou pas dire, et qui va utiliser tout ça pour criminaliser quelque part les musulmans, puisque ce qu'il en ressort, bon, il y a plusieurs fonctions à ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est pas anodin ce qu'il a fait, ça sert à plein de choses.
Donc, je l'ai dit, ingérence coloniale dans le culte musulman. Ça sert aussi à criminaliser les musulmans en leur faisant porter la responsabilité du sexisme, grosso modo, et de la misogynie. Ça sert aussi à se laver des propres accusations qui nous visent, c'est-à-dire que le misogyne, l'agresseur, ce n'est pas moi, c'est les autres, alors que ce ne sont pas les imams qui sont accusés ces imams-là qui sont accusés de viol, en l'occurrence, c'est le ministre de l'Intérieur, mais ça lui sert aussi à se laver de ces accusations-là en surjouant le protecteur des femmes prétendument opprimées parce que musulmanes. Donc il y a tout ça, toute cette rhétorique, toute cette rhétorique voilà, autour de notamment du corps des femmes, de la protection des femmes musulmanes qui seraient opprimées, qui cache une islamophobie certaine, puisqu'on sait très bien c'est quoi les ressorts qu'il y a derrière, et qui montre bien comment le racisme aussi, et l'islamophobie en particulier, évolue et se cache, quoi, se farde au fil du temps. Même si il y a là quelque chose aussi de profondément, un motif profondément colonial, puisque les corps des femmes indigènes, les corps des femmes non blanches, les corps des femmes musulmanes ont toujours été un prétexte au déploiement de la férocité et des stratégies coloniales, justement, puisque c'est en leur nom, en partie, qu'on prétendait intervenir et contrôler telle ou telle population ou tel culte. Voilà, pardon, j'ai été longue, mais voilà, Ouais. Non, non, pour dire c'est qu'il super intéressant. y a quelque chose Et- voilà, il y a toujours quelque chose d'ancien et de Mhm. nouveau dans le racisme, puisque le système, il y a ce qui le façonne, ce qui le structure, et la manière dont il doit évoluer aussi pour se maintenir. Tu as évoqué le fait que cette islamophobie date en fait de l'époque coloniale. Pourquoi est-ce que maintenant on a l'impression que ça se renouvelle particulièrement maintenant? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce qu'il y a 20 ans, ces imams-là n'auraient pas été condamnés pour leurs propos. Pourquoi maintenant? J'ai pas l'impression, moi, que ce soit juste maintenant. C'est-à-dire que ça n'a jamais arrêté. L'islamophobie, le racisme qui vise les non-blancs, donc les descendants de colonisés, quoi, grosso modo, en France, n'a jamais cessé. Il n'y a pas eu la colonisation, une période de latence, de vide, et puis Oui. 2020, 2021. Non, c'est pas comme ça. C'est que, encore une fois, c'est que le racisme va prendre des formes. C'est toujours. Le racisme, c'est une question de pouvoir, et c'est une question qui est toujours liée aussi à un espace-temps. Mhm. Donc forcément que ça évolue avec l'espace, et avec du coup ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, et avec la temporalité. Grosso modo, il y a plein de choses qui expliquent la résurgence et comment dire, la reformulation du racisme anti-arabe et de l'islamophobie en France. Il y a le 11 septembre 2001, et puis tout ce qui s'est passé à l'échelle internationale. Il y a, à l'intérieur même du territoire français, voilà ce qui s'est passé en France. Mais il y a aussi un truc, il y a plein de pistes d'explication, ce serait trop long là de toutes les citer, mais il y a aussi un truc qu'il faut mesurer, c'est la population et l'augmentation de la population non blanche en France, et l'augmentation de la visibilité des musulmans en France. C'est-à-dire que voilà, les musulmans en France sont de plus en plus visibles, et que sans doute, c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi visibles, en fait. Mhm. Et quand je dis Oui. visible, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que peut-être qu'ils délaissent une partie de leur religion avec l'immigration. Voilà, on se disait, leurs parents sont venus, ils se sont installés ici, ils vont couper en fait en partie, abandonner des pans de leur culture et de leur culture, voilà, y compris religieuse. Et en fait, on se rend compte que bah non, pas tant que ça, et que même voilà, on a des jeunes générations qui sont très attachées à l'islam et aux préceptes islamiques, et voilà, et à leur culte, et que il y a une pratique qui est vive, qui est encore présente, voilà, voilà.
des gens qui pratiquent l'islam en France tout simplement et qui sont visibles et qui non seulement sont visibles mais qui sont en plus veulent qu'on respecte leurs droits, veulent qu'on respecte leurs identités, veulent qu'on respecte leur culture, leur culte, etc. Et voilà, sans doute que ça crée aussi des crispations. Sans doute que ça crée des crispations. Alors, attention, hein, je ne dis pas que c'est que grosso modo, c'est parce qu'ils sont visibles que ça crée des crispations, c'est parce qu'on ne veut pas les voir visibles que ça crée que ça crée des crispations. C'est parce que justement, on ne voulait pas ça. Voilà, je pense. Je pense que le pouvoir ne voulait pas ça. Voilà. Ouais. Ouais, je pense qu'aussi, enfin, une des grandes choses qui différencie un petit peu la population musulmane du reste, c'est, tu l'as évoqué un petit peu, c'est la foi. Quand on regarde la communauté chrétienne en France, elle est quasiment plus pratiquante. Enfin, la population qui pratique, elle est très, très, très faible. Et la population pratiquante chez les musulmans, enfin, elle est bien plus attachée à sa religion que chez les autres populations. Et en fait, il n'y a pas le même attachement ou il n'y a pas le même patriotisme. Chez les musulmans, enfin, ça sera toujours la religion d'abord, tant que tu nous laisses appliquer notre religion, et après on suit les règles de l'État. Et peut-être que l'État voudrait aussi que on respecte inconditionnellement et qu'on soit inconditionnellement derrière l'État, quoi qu'il arrive. Et il y a parfois aussi ces thèmes qui sont abordés dans les débats que j'entends parfois. Mais ce sont des faux, pour le coup, enfin, c'est vraiment des faux débats, mais qui révèlent un vrai enjeu. Pour moi, je ne sais pas, je sais pas quelles sont les communautés religieuses qui sont les plus attachées à leur foi. Enfin, voilà, j'espère que chacun peut vivre sa foi comme il l'entend et qu'il est attaché à ses préceptes religieux, quels qu'ils soient. Ce que je sais, c'est que les musulmans en France, c'est pas n'importe qui. Les musulmans en France, c'est pas juste des musulmans. Il y a une racialisation, grosso modo, de la religion. Et les musulmans sont traités comme ça parce que ce sont des descendants de colonisés. Donc, pour moi, enfin, voilà, enfin, pas que pour moi, c'est intimement lié. C'est pas juste une question de foi. Mhm. Si les musulmans sont traités de la sorte et si l'islamophobie est si présente et si violente et si institutionnelle et si partagée par l'ensemble de l'échiquier politique, d'ailleurs, de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est que les musulmans, à la base de la base de ce qu'ils sont, ce sont des indigènes. Ça veut dire que ce sont majoritairement des Arabes et des Noirs, et très majoritairement des Arabes pour le coup. Donc l'islam en France, c'est la religion de l'indigénat. C'est la religion des descendants de l'immigration postcoloniale. C'est la religion des anciens colonisés et c'est surtout la religion des Algériens. Et quand je dis des Algériens, c'est avec toute l'histoire que ça charrie et toutes toutes les représentations que ça charrie pour la France. Et donc, c'est en ce sens-là, et c'est en partie pour cette raison, alors il y en aura d'autres, mais c'est majoritairement pour ça, principalement pour ça, pardon, que l'islam est visé. C'est pour ça qu'on entend beaucoup, enfin on entend, c'est marrant des fois des gens dire mais l'islamophobie, pourquoi vous dites l'islamophobie, c'est pas un racisme, puisque l'islam, c'est pas une race. Mais en fait, oui, l'islam, c'est pas une race, c'est une religion, mais c'est une religion qui n'est pas portée par n'importe qui en France, qui est profondément liée à la race. Bien sûr qu'elle est profondément liée à la race et aux indigènes. Voilà, voilà, ça me semble important de le préciser parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se joue et on ne comprend pas aussi la manière dont l'islamophobie s'exprime en France. Et du coup, euh, voilà, il y a plein de choses qui se jouent par rapport à le rapport que l'État français entretient avec l'islam. Voilà, on sait qu'il y a une histoire de toute façon anticléricale dans ce pays. Bon, voilà, de toute façon, de fait. Mais il y a aussi une histoire coloniale et une histoire qui n'est pas terminée. Et du coup, un rapport colonial à certains pans de la population, qu'ils vivent sur le territoire national ou ailleurs, d'ailleurs, dans le reste du monde. Et voilà, et il y a voilà, et du coup, pardon, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a quelque chose qui. C'est pour ça que, enfin, tu sais, tu parlais est-ce que les musulmans, ils font passer la République avant
la loi divine ou la loi divine avant la République. Pour moi, ça, c'est vraiment des... mais c'est un faux débat. Enfin, je veux dire, je comprends même pas comment ça ne peut être... Cette réflexion-là, elle ne peut être produite que par un esprit malade de son racisme et de sa volonté de contrôle. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est pas tant de savoir si un croyant fait passer Dieu avant la République. Franchement, j'espère pour n'importe quel croyant qui se respecte qu'il fait passer Dieu avant tout, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ce qu'il y a derrière ce faux choix ou cette fausse mise en équivalence, quoi, grosso modo, où il faudrait choisir, nanana, etc. et tout, c'est juste que la République, en fait, les élites, le pouvoir blanc en France veut soumettre les indigènes, comme il l'a toujours fait, à, à une demande, une injonction d'allégeance. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'il faut prouver sa loyauté et son allégeance à la République. Et pour ça, il faut abandonner tout ce qui nous constitue, toutes nos richesses, c'est tout le ce qui nous concept fonde. de ta nation. Oui, ouais, bien sûr, entre autres, évidemment, bien sûr. Donc, il y a ça derrière. C'est-à-dire il faut faire allégeance. Il faut prêter allégeance. Et prêter allégeance, donc en fait, on te dit même, du coup, ça veut dire, et c'est pour ça que cette fausse question, elle revient régulièrement. Oui, mais vous vous rendez compte, je ne sais plus c'est quoi les stats, mais les jeunes générations, il y en a beaucoup, il y en a près de 30% qui font passer Dieu avant la République ou je sais pas quoi, etc. Et tout. Franchement, mais c'est quel genre de niveau de débat ça que d'aller chercher chez le croyant, de se poser ces questions-là pour un croyant. Non, ce qui est intéressant, c'est de révéler, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça, c'est l'injonction faite aux croyants, mais pas n'importe quel croyant. On n'irait pas poser cette question-là à un autre croyant. C'est à l'indigène qu'on pose cette question-là, c'est à l'arabe. C'est à l'arabe que l'on veut soumettre. C'est à l'arabe que l'on veut soumettre et dont on veut obtenir coûte que coûte l'allégeance. Imaginons du jour au lendemain, tout le monde abandonne sa religion. Bon, bien sûr, c'est pas ce qu'on demande, mais est-ce que Que Dieu nous en préserve. Ouais, Dieu nous en préserve, bien sûr. Enfin, il y aura quand même une sorte de racisme qui serait exprimé autrement. Mais évidemment, je veux dire, il n'y a pas que de toute façon. De toute façon, il n'y a pas que l'islamophobie qui sévit en France. Il n'y a pas que l'islamophobie. L'islamophobie, c'est une des formes du racisme d'État. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je sais qu'il y a et c'est marrant, on en débattait lors d'une revue de presse sur le sujet. Il y a je sais qu'il y a plein de musulmans qui se disent que, grosso modo, voilà, tôt ou tard, la situation des musulmans va s'améliorer en France. En tout cas, ils s'imaginent ça parce que, grosso modo, ils s'imaginent que évoluer socialement, ça va donner du pouvoir aux musulmans et ça va permettre de diminuer l'islamophobie ou d'améliorer en tout cas le rapport que le pouvoir entretient avec les musulmans. Bon, tout le raisonnement est fallacieux. Tout le raisonnement est absolument fallacieux, mais surtout, l'une des hypothèses sur lesquelles il repose et qui est complètement erronée, c'est de croire que, en fait, c'est de faire comme si l'islamophobie était le seul racisme, en fait, comme si c'était ça le racisme. Mais non, en fait, c'est une des formes du racisme d'État. Et à côté de ça, il y a plein de choses qui continuent d'exister. Alors, c'est une forme extrêmement visible et puissante et violente et manifeste et institutionnelle et actuelle. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est pas parce que, je veux dire, même s'il n'y avait pas, admettons, même s'il n'y avait pas de religion, les non-blancs en France et donc les populations qui composent la masse des musulmans en France seraient quand même victimes du racisme d'État. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les Noirs ne sont pas musulmans et que du coup, voilà, il y en a beaucoup qui ne subissent pas l'islamophobie, mais qui subissent du racisme anti-noir et de la négrophobie institutionnelle. Voilà, après, l'islamophobie a quand même quelque chose de particulier dans le sens où beaucoup de chercheurs ont indiqué à juste titre qu'il y avait aussi dans l'islamophobie une part de reformulation du racisme anti-arabe. C'est pour ça que
généralement, ça se confond, en fait. Généralement, voilà, c'est un racisme anti-arabe, nouvelle génération, même s'il n'y a pas que ça. Même s'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose d'autre qui se joue avec l'islamophobie aussi. Oui. Il me semble que c'est Macron qui avait parlé de réformer l'islam, au même titre que chez les chrétiens. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mais je pense que ce n'est pas à Macron de nous dire ce qu'il faut faire ou pas au sein du culte musulman. Je pense que c'est pas mon cher, en fait, Macron, donc je, je Oui, il me disait contrefous. l'islam vit une crise, il disait, je crois. Non, mais attends, enfin, Macron, c'est le président de la République française qui s'occupe de la France. Voilà. Il n'a pas à nous dire ce qu'il faut réformer ou pas, etc. Et tout. Je pense que, par contre, si tu m'interroges sur ce que ça dit, ben c'est ce que ça dit depuis des décennies, des siècles. C'est cette fâcheuse tendance qu'ont les présidents français et le pouvoir français à vouloir s'ingérer dans le culte musulman, s'ingérer dans la manière dont les musulmans gèrent leur représentation, leur culte, leurs préceptes, etc. Et par ailleurs, il y a l'idée, mais ça c'est une idée très occidentale pour le coup, enfin voilà, c'est lié à. En fait, on veut moderniser. Voilà, on veut moderniser l'islam. Mais en disant ça, déjà, il faudrait s'interroger sur ce qu'est la modernité, ce qu'elle Hmm. produit et ses conséquences. Mais bon, voilà, vaste sujet. Euh, mais en disant ça, il construit aussi, ça permet aussi de construire alors les musulmans comme problème, puisque grosso modo, en fait, on sous-entend que ce qui leur arrive, c'est parce qu'ils sont archaïques. C'est parce que voilà, c'est à cause de, c'est un problème interne quoi. Grosso modo, c'est de leur faute. Euh, mais voilà, on construit aussi les musulmans comme étant archaïques, donc ils sont une menace pour les femmes, ils sont une menace pour les juifs, ils seraient une menace pour toutes les minorités et pour le monde. Et en fait, il faut bien comprendre que tous ces discours-là, qui construisent les musulmans comme problème, ils ont une fonction. Ils ont une fonction politique et sociale majeure. C'est qu'ils permettent de justifier après un déploiement de l'ordre spécifique, les traitements d'exception qui visent les musulmans. En gros, quand tu dis ça, c'est aussi à ça que sert le racisme et cette racialisation. C'est que grosso modo, tu construis des gens, donc tu catégorises, en fait, tu catégorises des pans de la population. Tu les construis comme étant des problèmes ou des dangers ou des menaces. Donc, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, en France, quotidiennement, depuis des décennies, les musulmans et les quartiers populaires, les non-blancs, voilà, de manière générale, sont construits comme étant des dangers et des menaces. C'est-à-dire que quand tu allumes la télé, quand tu regardes les principales productions d'informations, quand tu entends les principaux discours politiques, tu as l'impression que ces catégories raciales et sociales sont des dangers et des menaces pour la population. Il y a la menace terroriste, il y a la menace des stupéfiants, il y a la menace de l'islam qui en veut à nos valeurs, il y a la menace des mecs de quartier, il y a la menace des réfugiés, etc., etc. Tout ça, généralement, quand on parle de ces catégories raciales ou sociales, il y a généralement un traitement négatif, politique et médiatique négatif qui les accompagne. À quoi ça sert ça? Ça sert pas juste à dire ah, ils sont méchants, regardez, ils nous en veulent. Ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à justifier l'ordre qui vient derrière. Donc ça sert à justifier les traitements d'exception. Ça sert à justifier que, eh ben, puisqu'ils sont comme ça, puisque les quartiers populaires sont une menace, par exemple, eh ben, ça justifie que on envoie et qu'on déploie plus de forces de l'ordre dans ces quartiers-là et que les forces de l'ordre les traitent de telle ou telle manière parce qu'ils sont des menaces. Donc ça, c'est à l'intérieur à l'intérieur des frontières. Ça justifie qu'on les discrimine. Ça justifie qu'on les exploite. Ça justifie qu'on les domine, puisque sinon, c'est eux qui vont nous dominer. Et attention, mon Dieu, oh là là, vous vous rendez compte de ce qu'ils vont nous faire vivre. Donc ça, à l'intérieur des frontières. Et à l'extérieur des frontières, ça justifie qu'on s'invite dans tel ou tel pays, qu'on bombarde tel ou tel pays, qu'on installe des points, des spots
militaire ou qu'on organise des interventions militaires ou qu'on maintienne des liens économiques ou politiques dans tel ou tel pays parce qu'il faut exporter la démocratie, parce qu'il faut lutter contre la menace terroriste islamiste, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut protéger les droits des femmes, etc., etc. Donc tous ces discours-là, ils ont une fonction politique très claire qui est celle de, entre autres, de justifier la domination militaire, économique, sociale et politique. Et c'est ça, c'est pour ça que le racisme, c'est pas juste un truc comme ça. On a tendance à croire que le racisme, en fait, c'est juste l'expression de gens qui seraient bêtes ou ignorants ou pas gentils, ou c'est parce qu'ils savent pas, nanana, c'est parce qu'ils nous connaissent pas, ou parce qu'on montre une mauvaise image, ou je sais pas quoi, etc. Et tout. Mais non, le racisme, il a une fonction sociale et politique précise. En fait, le racisme, il sert à la société. C'est pour ça qu'il existe, parce qu'on a créé cette catégorie raciale parce qu'il faut pouvoir dominer, et parce qu'il faut pouvoir exploiter, et parce qu'il faut pouvoir continuer de justifier cette exploitation et cette domination à la fois à l'intérieur des frontières françaises et à l'extérieur des frontières françaises. C'est à ça que sert le racisme. C'est à ça que sert le racisme. C'est une des têtes, c'est une des têtes, des grosses têtes, quoi, hybrides, maléfique, voilà, du capitalisme et de l'impérialisme. Et en fait, il faut penser tout ça ensemble pour pouvoir penser la question raciale. Oui. Et dans ce cas-là, pourquoi, c'est quoi l'intérêt en fait de vouloir réformer l'islam si déjà ils se servent déjà de l'islam pour suivre leur projet, maintenir l'ordre social, etc. Quel est l'intérêt de réformer l'islam? Pour deux raisons majeures. Ils ne veulent pas réformer l'islam, ça c'est la première chose. Quand il dit ça, je le répète, quand il dit ça, c'est un des pans d'un discours qui vise à criminaliser une certaine forme d'être musulman et qui vise à criminaliser, du coup, le culte musulman dans son ensemble. Quand tu criminalises une certaine forme d'être musulman, et c'est ça, grosso modo, aujourd'hui, ce qui se dessine en France, par exemple, c'est l'islam. Il y a l'islam républicain et l'autre islam. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la charte des imams qui va avec le projet de loi séparatisme et qu'on veut imposer dans toutes les mosquées. On dit, grosso modo, ceux qui signent la charte des imams, ce sont les imams républicains, ce sont les imams modernes, ce sont les imams qui acceptent la réforme de l'islam, grosso modo. Donc tout ça, c'est des pans d'un discours qui va dans le même sens, celui d'un islam, finalement, d'une manière d'être musulman qui correspond à ce que le pouvoir en France attend de nous. Donc, en fait, quand il dit ça, Macron, il en a rien à foutre de réformer l'islam ou pas. C'est pour ça que pour moi, je ne comprends même pas. On n'a pas à rentrer dans ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'il vise. Ce qu'il vise, c'est à définir, à catégoriser les bons musulmans et les mauvais musulmans. Et les bons musulmans, c'est ceux qui acceptent ces discours-là, quoi, grosso modo, dans sa manière de catégoriser. C'est ceux qui acceptent ces discours-là, c'est ceux qui acceptent, qui peuvent être qualifiés de musulmans républicains, des musulmans qui ne vont pas contre les valeurs de la République. Et les autres sont des mauvais musulmans. Du coup, les autres, quand tu dis ça, en fait, quand tu sous-entends ça, eh ben, tu justifies les traitements d'exception qui visent ces musulmans-là. Donc, par exemple, tu vas justifier, voilà, une mosquée ou un imam qui ne signe pas la charte parce qu'il estime que franchement, on en a assez de la gestion coloniale du culte musulman, eh ben, c'est un mauvais musulman, c'est un mauvais imam, c'est une mauvaise mosquée. Et donc, tu vas construire ça pour permettre de justifier après eh ben, qu'on s'en prenne à cet imam-là, qu'on ferme cette mosquée. C'est à ça qui sert son discours. Donc, il n'y a pas de volonté de réforme de l'islam ou je sais pas quoi et tout. Qu'est-ce qu'il connaît à l'islam de toute façon, franchement? C'est pas ça il y a une visée politique derrière. Et la deuxième chose, c'est que quand il dit ça, ça veut dire que ce qu'il fait en faisant tout ce que je viens de décrire, c'est aussi en construisant les bons musulmans, eh ben, il construit les bons interlocuteurs. Et donc, il les crée même. C'est pour ça, je ne sais pas ce qu'ils avaient créé, là, la fondation de l'islam ou je ne sais pas quoi, leur conseil français du culte musulman, etc. Bref, tu crées des interlocuteurs et des instances interlocutrices qui vont permettre de te servir
dans tes espoirs en tout cas, d'intermédiaires avec, avec les musulmans, mais qui seront à la botte du pouvoir. C'est ça qu'il veut. Oui. C'est ça qu'il veut. Mais nous, on en a rien à foutre de ce qu'il veut. D'accord. Tu as évoqué juste avant que certaines personnes pensent que si on s'élève socialement, ça n'allait pas aider les choses. Pourquoi tu dis ça? C'est pas l'évolution sociale qui permet de... Ça se saurait si les promotions sociales permettaient de lutter contre le racisme. C'est pour la simple et bonne raison, enfin c'est ce que j'expliquais en fait, c'est que le, le, le racisme il a une fonction politique et sociale extrêmement précise dans la société. Et donc c'est pas parce que certains musulmans vont devenir ingénieurs et qui vont être super bien vus par leurs employeurs dans leurs entreprises et que ça va se devenir enfin je sais pas, qui vont gagner je sais pas combien, que ça va permettre de lutter contre le racisme, puisque en fait bon déjà c'est toujours grosso modo c'est en fait ce que ça permet c'est la formation d'une élite, c'est surtout ça, c'est toujours une partie de la catégorie de la population donnée en fait qui s'en sort entre guillemets socialement. Et moi je ne pense pas que le bonheur des uns ou que les réussites des uns fassent les réussites des autres. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire il faut penser à ce qui constitue la masse des musulmans en France. Et la masse des musulmans en France, en l'occurrence, c'est une masse plutôt précaire, plutôt prolétaire, plutôt dans les classes populaires. Donc c'est pas voilà, c'est pas je sais pas moi, c'est pas 1000 ingénieurs qui gagnent je sais pas moi 100 000 euros par mois qui vont changer la situation. Voilà, ça c'est la première chose. Puis après, on a des exemples. On a des exemples où, je ne sais pas, par exemple, aux États-Unis, il y a une bourgeoisie noire qui s'est construite au fil des années. Est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose à la situation des Noirs? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne change ni au niveau d'éducation globale, à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'emprisonnement et au système industriel-carcéral qui broie les hommes noirs, enfin les noirs tout court, aux États-Unis. Ça ne change rien aux crimes policiers, aux violences policières. Ça ne change rien à tout ça. Ça ne change rien. Donc c'est Qu'est-ce qui fait changer pas les choses, selon toi? ce qui fait changer les choses. Bon, vu ce que je viens de décrire, je suppose qu'on sent bien qu'il y a quelque chose de profondément structurel et structurant dans ces dynamiques-là. Donc, ce n'est pas des choses qu'on change comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est pour que ça change, enfin, je veux dire, il faut entièrement remettre en cause ces sociétés et ces manières de faire société. C'est-à-dire que c'est absolument tout qui doit changer. C'est absolument tout qui doit changer. Et pour ça, alors voilà, ça demande du temps, mais ça demande encore une fois surtout la construction de rapports de force collectifs, ce qui permet en tout cas de faire avancer les choses, ce qui a toujours permis dans l'histoire de faire avancer les choses, ce sont les rapports de force. Et les rapports de force, ça se construit avec des gens mobilisés, engagés, bon, chacun à sa manière, mais voilà, capables de rejoindre des dynamiques collectives quand il y en a besoin et de les construire. À travers quel type de levier on milite et quels sont les plus efficaces? Je sais pas. Je pense que ça dépend. Ça dépend sur quel sujet. Parce que tu disais plutôt que voilà, l'argent, c'est pas spécialement quelque chose qui change les choses, mais... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut de l'argent. Ouais. C'est pas ça que j'ai dit. C'est que les réussites individuelles ne font pas... C'est pas, je veux dire, c'est pas ça. C'est que je reprends il y a un discours qui existe, qui est de croire, grosso modo, que si les musulmans s'élèvent socialement, ils ne vivront plus d'islamophobie. Bon, ce n'est pas vrai. C'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas vrai. Et que par ailleurs, ce discours-là, il pose un certain nombre de questions sur la réussite individuelle, sur la compréhension de ce qu'est le racisme et de la fonction sociale et politique du racisme, etc. etc. et tout. Bon, bref. L'argent, comment dire? Est-ce que l'argent sert à quelque chose?
l'argent peut servir à quelque chose, bien sûr. Bien sûr que l'argent peut aider. Quand il faut organiser des choses, quand il faut soutenir des luttes, quand il faut, je sais pas, bien sûr que l'argent, ça peut aider. La question, c'est comme pour tout. C'est qu'est-ce que tu en fais? C'est qu'est-ce que tu en fais? Du coup, Mhm. donc voilà. Après, c'est pas l'argent qui fera la révolution. L'argent, il fait tout seul, ça fait pas. Voilà, ça dépend comment c'est utilisé, par qui, comment, etc. Et tout. Et ça peut pas répondre, en tout cas, à lui seul, il n'améliorera pas les choses. Ce qui fait bouger les choses, ce qui fait bouger les choses, ce qui permet de créer les dynamiques collectives, ce sont les gens. C'est ça le plus intéressant, c'est les gens. Mhm. Après, pour changer les choses, bah, je sais pas, il y a plein de leviers, chacun à son échelle, ça dépend des sujets. Il y a plein de choses. Moi, je crois beaucoup à l'organisation locale, c'est-à-dire de là où tu pars, de là où tu vis. Euh, on le dit beaucoup en islam, on insiste beaucoup sur l'importance du voisinage, sur la valeur du voisinage, à quel point c'est important. Et c'est vrai, moi, je trouve que c'est hyper important de se mobiliser. Le voisinage dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être vraiment le voisinage physique ou les gens avec qui tu es le plus souvent, tu vois. Organisé quand tu es au lycée, quand tu fais des études, quand tu travailles, bref, l'organisation avec les gens qui composent ton cercle premier, tu vois, créer des mobilisations autour de problématiques spécifiques et tout, je trouve que c'est important. Donc, il y a ces manières de faire là, et puis il y a d'autres manières de faire. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire, il y a tellement de manières de militer. Il y a tellement de manières Ouais. de militer. Est-ce que tu penses que les musulmans doivent s'unir ou... Parce qu'on entend souvent le fait que on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas ensemble. On a cette idée-là que si on était tous unis, ben, on pourrait faire bouger les choses. Est-ce que c'est vrai selon toi? Bah, je sais pas. Franchement, là, je sais pas comment répondre à ces questions-là. Bon, tous unis, ça veut dire quoi? Parce que combien on est de musulmans en France? Des millions. Il y a des millions de musulmans en France. Comment on unit des millions de personnes? Je ne sais pas. Voilà. Et puis après, euh, il faut être aussi réaliste dans le sens où des millions de musulmans en France, ce qu'on a en commun, c'est sans doute une foi commune, mais même notre approche, notre compréhension de cette société, notre rapport à cette société, nos positionnements politiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc unir, mais autour de quoi? Et pour faire quoi? Je ne sais pas si on sera tous d'accord sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut, il faut se politiser. Voilà, voilà, ça c'est la première chose. C'est essayer de comprendre ce qui se joue dans ces sociétés, voilà, de la manière la plus juste et la plus honnête et la plus, comment dire, et la plus politique, en fait, tout simplement possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, donner de la force là où on a envie de donner de la force. Voilà. Après, D'accord. est-ce qu'on manque d'unité? Je, je, je sais pas. Je me dis, on manque de. Tu vois, par exemple, sur le projet de loi séparatisme, il y a eu très, très peu de mobilisation sur le projet de loi séparatisme. Très peu. Ouais. En vrai, par rapport à ce que c'est et par rapport à ce que ça va permettre ce que ça va permettre en termes d'islamophobie. Alors, en sachant enfin, voilà, qu'il y avait déjà une base bien, bien, bien installée, euh, ouais, tu te dis que ça aurait été, enfin, que un projet de loi comme ça devrait davantage mobiliser les musulmans. Bon, et en même temps, il y a plein de choses qui peuvent expliquer la non-mobilisation ou la très faible mobilisation. Et la première, c'est que est-ce que tout le monde a compris? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a fait le travail de, de, d'informer sur ce qu'était le projet de loi séparatisme et sur ses impacts et sur les impacts concrets qu'il aurait, etc. Est-ce qu'on allait chercher les gens? Est-ce que tout ce travail-là a été fait? Pas sûr, en tout cas pas suffisamment. Et je m'accuse moi-même en tant que militante, hein, c'est vraiment de manière générale, mais c'est aussi parce que voilà, on manque de moyens, il y a très peu de, en vrai, il y a très peu de militants, en fait, on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux de manière générale sur ces sujets-là en France, pas assez nombreux par rapport
par rapport à la réalité du racisme d'État et de l'islamophobie de l'islamophobie en France. Donc, mais ça me fait, enfin voilà, ça me fait sourire quand j'entends il faut s'unir ou alors on n'est pas assez unis, etc. Et tout. En fait, il y a besoin de monde d'abord et de monde juste qui comprennent les enjeux et qui du coup, enfin voilà, qui juste au moins de se politiser sur la question du racisme. Je pense que ça permettra d'avancer. Est-ce que tu as des conseils? Comment est-ce qu'on se politise sur ces questions du racisme? À travers la lecture, à travers écouter certains médias? Comment est-ce que tu fais, toi? Ou est-ce que tu as fait? Ah, bah, j'ai milité. Je pense qu'on Sur le apprend sur terrain? le tas. Ouais, franchement, je pense que c'est une super école de formation, le militantisme. Donc, il faut militer. Après, bah oui, bien sûr, il y a des lectures, il y a des choses à lire, il y a des choses à écouter. Enfin, voilà, il y a quand même de plus en plus, en tout cas, de production sur ces sujets-là. Euh, Il n'y a pas il y a pas de schéma classique. Je pense qu'il faut, enfin, mais à chacun de faire comme il veut. Mais voilà, ouais, il y a des organisations à rejoindre. Il y a plein d'organisations antiracistes ou d'organisations de quartier qui font un travail intéressant. Il y a des choses à écouter, des choses à lire, des choses à voir et des choses à apprendre sur le terrain. Très bien. Ben écoute, Siam, je t'ai posé l'essentiel des questions que je voulais te poser. Quels sont tes projets, toi, futurs? C'est une très bonne question. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, j'y réfléchis là. Tu regardes un peu, tu regardes ce qui se passe, t'attends. Exactement. En tout cas, ça sera orienté du côté toujours militantisme, j'imagine. En tout cas, ce sera oui. Ah oui, toujours. Ouais. Inch'Allah, en tout cas, que Dieu me laisse dans cette voie, oui. Super. Est-ce que tu as des livres préférés, des livres qui t'ont marqué, euh, que tu recommandes? Ah ouais, le problème, c'est que je lis pas beaucoup en vrai. Ou bien des documentaires, des articles, enfin n'importe quel type de référence, des films. Malheureusement, je suis pas la meilleure pour ça, mais si j'ai des idées, je les transmettrai. D'accord, très bien. Euh, Comment est-ce que les auditeurs, s'ils ont des questions, qu'ils veulent te contacter, comment ils peuvent faire pour te contacter ou te Mes suivre? réseaux, so- ouais, mes réseaux sociaux sont ouverts. Du Mhm. coup, voilà, ils peuvent sur n'importe quel réseau, je reçois les messages. Donc Instagram. ouais, Instagram, Twitter, n'importe. Qu'ils envoient un message. Il y a mon adresse mail aussi. Je réponds volontiers. Tu as aussi une chaîne sur une room sur Clubhouse, ce média, ce podcast live. Je ne sais pas si tu veux en Ouais. parler. Ouais. Oui, alors, bah, depuis quelques mois, pour ceux qui sont sur Clubhouse, on fait une revue de presse le week-end. Ça fait plusieurs mois quand même déjà, le temps passe vite. Et du coup, bah, on revient sur tous les sujets d'actualité de la semaine et des débats ouverts. Donc, ça permet aux gens qui ont des questions de les poser. Donc, voilà. Très bien. Bah, écoute, Iham, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures, Inch'Allah. Merci. Toi aussi. Pareil, merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Ouais, à bientôt, Inch'Allah. Ouais. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.